Selon Météo France, pas une ONG environnementale quelconque, en 2050, si on suit un scénario business as usual, c'est-à-dire si on n'arrive pas à changer rapidement de trajectoire, on pourra avoir une carte des pics de chaleur qui ressemble à ça. Vous voyez, le point au nord, à plus de 54 degrés, c'est l'île. Et 2050, c'est demain. Nous aurons votre âge, peut-être. Des chiffres comme ça, il y en a des dizaines. On ne sait plus lesquels choisir. Prenons une autre cartographie, publiée dans Nature en 2017. Vous voyez les zones en rouge sur la carte? Selon la trajectoire actuelle, elles seront invivables d'ici la fin du siècle. Et par invivables, je veux dire soumises à des vagues de chaleur mortelles la majeure partie de l'année. Elles concernent quelques milliards d'individus, notamment en Asie du Sud-Est. Cela annonce autant de réfugiés climatiques pour ceux qui auront les moyens pour quitter leur lieu de vie. Un dernier chiffre, qui ne parle pas de réchauffement climatique, mais de sixième extinction de masse. En Europe de l'Ouest, on estime que la biomasse en insectes a diminué de 76% en 27 ans. Or, 80% de la production alimentaire mondiale dépend d'insectes pollinisateurs. Avec une alimentation aussi fragilisée, comment allons-nous pouvoir nourrir 11 milliards d'humains en 2100 ? Tous ces faits sont pour la plupart connus depuis plus de 20 ans. Quand on les regarde, on ne comprend pas pourquoi tout le monde n'est pas en train de faire son maximum pour changer de trajectoire. Que faisons-nous depuis 20 ans? Ce qui nous inquiète d'autant plus, c'est qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour endiguer ces phénomènes. 2050, ce n'est pas un film catastrophique de science-fiction, c'est notre futur proche. C'est l'apogée de notre vie active. Ne pas vouloir vivre dans un monde qui ressemble à celui-là, ce n'est pas simplement par bonne volonté ou par politesse pour les générations futures. Pour nous, c'est simplement du bon sens et dans notre intérêt. Si on veut sortir de cette trajectoire business as usual, il nous faut donc interroger ce business et remettre au cœur de nos activités les enjeux écologiques. En ce qui concerne l'école polytechnique, c'est donc dans les activités de l'enseignement, de la recherche et de l'entrepreneuriat que doivent être abordées en priorité les questions environnementales. En effet, l'IX se targue souvent de vouloir former ses étudiants aux grands défis de demain, pour être à la pointe de l'innovation et contribuer à l'amélioration du monde. Des défis tels que le changement climatique ou l'effondrement du vivant me semblent à la hauteur de ce qu'on peut attendre de l'école polytechnique. C'est prodigieux de discuter avec de l'intelligence artificielle et des big data, mais il faut d'abord habiter dans un monde vivable. Pour être à la hauteur de l'enjeu, il est impératif que nous soyons formés pour appréhender des phénomènes et des systèmes aussi complexes. Comment se fait-il qu'une école aussi généraliste que Polytechnique n'inclut aucun cours sur le développement durable dans son tronc commun, alors que, il faut le répéter, c'est le défi principal de notre temps. Nous déplorons une mauvaise connaissance des ordres de grandeur sur ces questions. Trop souvent, les développements durables se limitent à bien trier ses déchets ou à éteindre la lumière en sortant d'une pièce. Quand on sait que l'envoi d'un email avec pièce jointe équivaut en termes d'émissions de CO2 à une ampoule allumée pendant 1 heure, on se rend bien compte que cela ne suffira pas. Nous avons besoin de connaître l'impact réel des secteurs dans lesquels nous allons étudier puis travailler. Par exemple, est-ce qu'on a conscience qu'en 2020, le secteur du numérique émettra autant de gaz à effet de serre que l'aviation, c'est-à-dire 3,5% des émissions mondiales chacun? Voici un autre ordre de grandeur sur les énergies. Ce graphique représente l'évolution de la consommation mondiale d'énergie dans le monde depuis 1860 en mégatonnes d'équivalent pétrole. Les énergies renouvelables, ce sont la petite courbe en rose. On voit bien que, au lieu de se substituer aux énergies fossiles, comme elles ont vocation à le faire, elles ne font pour l'instant que s'y ajouter. Tant que nous n'arrivons pas à stabiliser cette consommation, nous ne pouvons pas aller dans la bonne direction. Et pour rectifier le tir rapidement, il ne suffit pas de développer de nouvelles énergies. Il faut aussi remettre en question, dès maintenant, notre désir de croissance infinie dans un monde qui reste fini
et arrêter d'avoir peur de réfléchir à un modèle économique plus sobre, tout simplement. Est-ce que notre bien-être repose uniquement sur une consommation toujours plus excessive? C'est pourquoi ces questions ne doivent pas seulement être reléguées aux ingénieurs et aux scientifiques en pensant qu'ils trouveront des solutions techniques. C'est un véritable enjeu sociétal sur lequel il faut aussi réfléchir d'un point de vue économique et politique. Ces perspectives devraient aussi apparaître dans notre enseignement, en nous proposant par exemple des cours sur le modèle économique de la transition ou sur l'économie sociale et solidaire. Heureusement, l'école polytechnique veut évoluer sur ces questions, comme le démontre ce colloque. C'est un véritable, selon nous, l'IX a le devoir d'être une des premières grandes écoles françaises à le faire, en se démarquant par sa compréhension de cet enjeu majeur du XXIe siècle, mais aussi pour rester en phase avec les défis de son temps, qui ne sont pas uniquement expansionnistes. S'il est primordial que ces problématiques apparaissent dans l'enseignement, il est également nécessaire que ce changement de cap se constate dans la vie quotidienne sur le campus. On ne peut pas vouloir être en avance sur ces questions sans avoir une cohérence dans le mode de vie. Nous avons ici un graphique qui représente des émissions de gaz à effet de serre d'une école telle que pourrait être l'IX. On voit que les déchets représentent une part minime des émissions de CO2. Il faut évidemment trier ces déchets. Cela implique d'autres pollutions que seulement les émissions de CO2, mais ça ne suffit pas. Il est intéressant de voir que parmi les principales sources se trouvent les transports, et notamment les trajets en avion. Ils sont comptabilisés quand il s'agit des voyages pour les stages, mais aussi des voyages organisés par l'école. En fait, pour être sérieux sur la question de changement climatique, il ne suffit pas de faire un compost. Il faut aussi remettre en question nos modes de vie et notre confort. Par exemple, nos vacances à l'autre bout de la planète. Avons créé un cycle de 10 conférences, Ingénieurs de demain. Ce cycle est suivi par plus de 200 étudiants de notre promotion. Il nous permet d'être sensibilisés aux questions environnementales par des intervenants de qualité. L'assiduité à ces conférences y est plus importante que certains cours. Les étudiants ont peut-être compris que ce qu'ils apprenaient leur sera plus utile pour leur avenir. De nombreuses autres initiatives étudiantes aboutissent à des alternatives concrètes de consommation sur le campus. Par exemple, l'épicerie associative Health propose à ses 600 membres des produits pour une alimentation plus locale, solidaire et éthique. L'association Apicultix a établi 6 ruches sur le campus, ce qui permet d'y ramener un peu de biodiversité. Enfin, de plus en plus d'élèves profitent du jardin agricole et botanique pour expérimenter des techniques de permaculture ou simplement pour avoir des œufs frais pondus sur le campus. La portée de ces initiatives est certes réduite, mais elle démontre une motivation grandissante des étudiants, qui ne demandent qu'à avoir les clés pour pouvoir s'engager à plus grande échelle. En effet, notre vision ne peut se limiter au campus. Plus de 600 polytechniciens ont signé le manifeste étudiant pour un réveil écologique. Ce texte a été écrit par des élèves de notre école, avec d'autres étudiants de grandes écoles. En signant ce texte, nous exprimons notre frustration. Ce que nous ne pouvons accepter, c'est que malgré d'une part notre conscience aiguë de la crise écologique en cours, et d'autre part notre très forte volonté de l'enrayer au plus vite, les structures existantes ne nous permettent pas de nous engager pleinement dans cette voie. C'est pourquoi nous nous disons prêts à sortir de notre zone de confort et à choisir nos employeurs en fonction de leur prise en connaissance de ces enjeux écologiques. Nous avons eu l'occasion de rencontrer beaucoup de dirigeants d'entreprises pour leur porter ce message. Mais nous constatons que ce sujet reste trop souvent traité à la marge et nous déplorons un manque d'ambition face à l'enjeu. Nous voulons travailler pour des entreprises qui intègrent au cœur de leur stratégie les questions environnementales et qui sont prêtes à entamer la transformation profonde qui est nécessaire. Nous voulons travailler pour des entreprises qui prennent en compte la finitude de ressources, notamment en mettant en place des modèles crédibles de sobriété, j'ai bien dit sobriété, pas efficacité, d'économie circulaire, et en refusant d'accélérer l'épuisement des ressources par des stratégies marketing agressives. Nous voulons travailler pour des entreprises qui assument la responsabilité de leurs externalités négatives et qui prennent en compte leur impact sur la biodiversité.
Nous voulons travailler pour des entreprises qui repensent la finalité de leurs produits et questionnent leur utilité. Nous voulons travailler pour des entreprises qui mettent en place des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre planifiés et compatibles avec la trajectoire des 2 degrés, sans recourir à des technologies miracles dont le développement et le déploiement restent incertains. Face à l'enjeu, nous ne voulons pas jouer cet avenir sur un pari. Nous ne travaillerons que dans des entreprises qui ont déjà initié ces changements ou qui sont prêtes à remettre en cause leur modèle de développement. Nous, les étudiants et les jeunes engagés, nous sommes peut-être déterminés, mais nous ne pouvons pas, seuls, changer les modes de consommation et de production d'un pays tout entier. En effet, la prise en compte des enjeux du réchauffement climatique et de l'effondrement de la biodiversité est une responsabilité commune. Les actions individuelles, isolées, n'ont qu'un impact négligeable sur cet élan collectif vers l'autodestruction. De nombreuses décisions urgentes pour enrayer la crise écologique devront être prises avant que nous arrivions dans la vie active. On ne peut pas se permettre d'attendre que nous, jeunes engagés, nous soyons aux manettes pour entamer le changement. Pour résumer nos propos, nous ne nous considérons pas comme des utopistes, mais comme des pragmatiques. Tout au contraire, l'utopie est du côté de ceux qui croient que le business as usual peut suivre son train calmement sur cette planète en plein bouleversement. Il est devenu très urgent de se mobiliser massivement pour un changement et ne pas laisser aux jeunes qui vont en hériter un monde invivable. Nous ferons partie de cette mobilisation. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est qu'en sortant de ce colloque, vous vous disiez « les X se mobilisent, le problème est réglé ». Pour que cette mobilisation réussisse, il faut que vous aussi, enseignants, chercheurs, dirigeants, citoyens, vous vous mobilisiez avec nous. Nous sommes étudiants, nous sommes jeunes, pleins d'ambition, et nous voulons relever de grands défis. Mais lesquels? Vous attendiez un peu à être les stars du jour, enfin d'avoir tout ce monde qui venait après pour vous parler, ouais. L'objectif en tout cas c'était que ça interpelle. Notre but c'est vraiment que ça interpelle et que les gens se posent des questions. On ne voulait pas faire quelque chose de trop sympa, trop gentil, parce que on peut plus se permettre d'être trop dans les cadres, si on veut que ça change. Ouais. Donc, en tout cas on voulait interpeller les gens. Et parmi les gens qui sont venus, là il y en a beaucoup qui sont venus vous convaincre de travailler pour eux, non? Non, c'était plutôt pour des rencontres, en fait, pour monter des projets après, faire des rencontres et parler aussi un peu de ce qu'on font, des associations. D'accord. C'était plutôt pour ça. D'accord. Moi je cherche à monter une série documentaire pour France.télé qui cherche à raconter sur le long terme comment le changement climatique influe change la vie des gens, en fait. Et ce qui m'intéresse chez vous, c'est que, chez les jeunes ingénieurs en général et Polytechnique en particulier, c'est que tout doit partir des gens qui savent, qui savent fabriquer des choses qui pourront éventuellement sauver la planète. Et donc je cherche des jeunes dont le parcours a été de faire des belles études, etc. et qui un jour se sont dit mais non, mais ça colle pas avec le changement climatique, il va falloir que j'adapte mon parcours professionnel parce que ça va pas coller, je vais pas pouvoir aller travailler. Là, j'ai rencontré une jeune fille qui se dit je peux pas fabriquer des capsules Nespresso ou construire un Airbus avec le plus de monde possible dedans. Voilà. Et donc c'était là-dessus que je voulais échanger un petit peu avec vous de quand est-ce que ça vous était, quand est-ce que vous étiez tombé dans l'urgence climatique? Est-ce que depuis longtemps ou est-ce que c'est à l'entrée de l'école ou à la fin de l'adolescence Justement, avant les études, ça a été prépa, aussi assez classique. Ouais. Et c'est vraiment des problèmes dont je n'ai pas du tout entendu parler en prépa. On est dans les bouquins, on ne réfléchit pas trop à ce qui se passe autour de nous. Et alors il y a sûrement plusieurs raisons pour le fait que j'ai ouvert mes centres d'intérêt en arrivant en école. Au début, je pensais faire de l'informatique pure et dure et faire que ça de ma vie. Mais quand on commence à voir juste entendre les chiffres qu'on a dit nous au début de notre intervention, juste les entendre comme ça fait réaliser le problème et après on peut plus faire comme si on ne savait pas.